Bonsoir à tous. Bon, désolé pour le retard, hein. Comme vous savez, là c'est vraiment le premier événement, donc on fait au mieux pour l'organisation. Déjà avant tout, je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir. Je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant vraiment. On va pouvoir mettre en place des meet-up où le but ça va être de s'entraider entre start-up, entre start-upers ou entre personnes qui veulent connaître cet écosystème ou se lancer dedans ou tout simplement pour les curieux. Ok. Donc avant de commencer, je vais me présenter quand même rapidement. Donc je suis Boubacar Diallo, le fondateur de Africatech. Africatech, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un média en fait qui fait la promotion des startups africaines ou de l'écosystème tech africain et des personnes aussi qui sont intéressées pour aller investir vers l'Afrique. Donc c'est un site web avec près d'une 30 000 visiteurs par mois, une page Facebook avec pas mal de fans. Et donc c'est aussi et surtout ces meet-up qui vont pouvoir permettre de fédérer les startups. Ok. Donc il faut savoir qu'à Africatech, on aime profondément les startups, les investisseurs, les incubateurs et tout cet écosystème, les fédérer et les faire se rencontrer. Donc, qu'est-ce que ça va être le principe des meet-up Africatech? On va essayer de faire au début tous les 2 mois, puis tous les mois, une rencontre où il va y avoir des talks, donc c'est simplement des mini-conférences, hein, qui vont être faites par des start-upers, donc des personnes qui ont lancé leur entreprise ou des personnes qui aimeraient la lancer aussi. Ce n'est pas simplement les start-upers qui peuvent en faire. Et le principe, ça va vraiment être, si vous voulez, de parler des problématiques sur lesquelles ils sont en train de travailler. C'est-à-dire il y a certaines startups qui sont en train de travailler sur les problématiques de levée de fonds, d'autres qui sont sur la communication, d'autres qui sont en train de constituer la team. Ils sont à différents niveaux, comment ça s'appelle, pour chaque startup. Et là, le principe, ça va être vraiment en mode informel, c'est pas un amphi, c'est pas un cours, de se rencontrer, d'échanger entre nous et de monter au fur et à mesure un réseau, de pouvoir networker et dans les prochains meet-up de ramener aussi des incubateurs, des investisseurs. C'est pour ça qu'on va faire les prochains meet-up, par exemple à Numa, dans les locaux de Drivey, etc. pour que vous permettre de rencontrer aussi tout cet écosystème. Donc, je tiens à remercier les premiers partenaires sponsors. C'est Free Entrepreneur, c'est l'incubateur de l'école Effray, dont je suis diplômé. Et ils nous ont beaucoup aidés pour l'organisation de ce meet-up et pour la salle qu'ils nous ont prêtée. Et également Warren Walter, le fondateur, qui va arriver un peu plus tard, qui nous ont aussi aidés pour la co-organisation de cet événement. D'accord ? Donc, très important, si vous êtes speaker, vous avez déjà une expérience, faites une mini-conférence au prochain meet-up, c'est un tous les mois. Si vous ne l'avez pas encore fait, devenez-le parce que c'est super simple. D'accord? Ça peut être un partage d'expérience, ça peut être une problématique, ça peut être même un retour d'expérience. Et vraiment, le but, c'est de faire ça en 5 minutes, ou 10 minutes maximum, pour pouvoir parler de sa petite problématique. Donc, le line-up pour ce soir, c'est tout simplement les conférences qu'on va avoir. On va avoir dans le e-marketing Enio, qui a la startup Gouillave, qui va nous parler de l'impact des bots sur le e-tourisme en premier. Ensuite, on va avoir pour le marketing Aliou Diallo qui va nous parler de la stratégie de rupture pour une startup. Et enfin, dans le recrutement, on aura Davy Kiala qui va nous parler de recrutement de profils techniques pour les startups et PME. Donc vous voyez, les sujets sont vraiment divers et variés. Par la suite, on pourra avoir des sujets techniques, comment recruter un cofondateur technique, on pourra avoir des sujets vraiment divers et variés. Ok? Donc voilà, je vais laisser la parole au premier speaker, Enio. Merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Enio,
Et j'ai créé une startup qui s'appelle Bouillave, mais aujourd'hui je vais vous parler plus précisément de l'impact des bots sur le e-travel. Alors, pour parler un peu de Bouillave en quelques secondes, ma mission elle est très simple. C'est d'améliorer en fait l'expérience des voyageurs afin que vous puissiez découvrir le monde selon vos centres d'intérêt et vos envies. Donc fini les recherches pendant 1 heure sur Google ou les guides du routard super mainstream pour partir en vacances. Je vais vous permettre véritablement de découvrir le monde selon votre fil rouge, l'entrepreneuriat, l'équitation, le baseball, enfin ce que vous voulez. Avant de commencer, on parle beaucoup d'IA en ce moment, c'est un peu un buzzword. Donc pour rappel, c'est une discipline qui enveloppe plutôt plusieurs briques. Le Natural Language Processing, le Big Data, le Learning, Computer Vision, le Modeling. Et les applications qu'on a aujourd'hui les plus connues, c'est souvent tout ce qui est chatbot, assistants vocaux, type Siri ou encore des robots. Mais ce sont en fait que des matérialisations de l'IA. Pour vous parler un peu d'applications d'IA dans le monde du travel, on a par exemple Michael Baker qui s'intéresse aux problématiques liées au business travel. Et lui, dans sa startup Geosure, ce qu'il fait, c'est qu'il permet à des boîtes type Total de savoir quel risque il peut y avoir à envoyer plutôt un collaborateur dans le nord du Cameroun, dans le sud du Tchad ou du Soudan. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il va en fait s'appuyer sur le big data, sur tout ce qui est statistique, reasoning system et machine learning surtout, pour dire bon bah voilà, ce collaborateur-là, on va l'envoyer dans le nord du Cameroun, est-ce qu'il présente un risque ou pas? Est-ce qu'on l'envoie? Ou en tout cas, c'est une règle en tout cas en France, qui est lié à ce qu'on appelle le duty of care, qui fait qu'à tout instant, un employeur doit savoir dans le monde où sont tous ses employés et pouvoir prendre des mesures en cas d'intempéries ou de problèmes d'incidents politiques ou autres. Donc voilà, typiquement dans le monde du business travel, c'est des choses qui sont déjà utilisées. Dans le monde du tourisme, on a une startup qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Hitlist, de Gillian Morris, qui permet en fait là, plus précisément, toujours grâce au big data, au machine learning et à toutes ces technos-là, de prédire en fait les meilleurs prix pour une destination, la meilleure période pour y aller, et aussi grâce à l'analyse de votre graphe social, notamment via Facebook, de vous dire bah voilà, à cet endroit-là, vous avez 5 amis qui sont partis, qui ont adoré, vous avez 2 amis qui vivent encore là-bas, donc allez faire un tour à Montréal par exemple. Donc ce sont des applications là de l'IA dans le monde du tourisme. Quand on parle maintenant plus spécifiquement des bots, il faut savoir qu'il n'y a rien de nouveau. Beaucoup de gens disent oui, on fait des chatbots, mais ça existe depuis 67, donc c'est très très vieux. Les premiers, vous l'avez connu dans les rooms type Wanadu ou sur des sites de chat. Voilà, vous avez tous vu ce petit bot avec le modérateur notamment derrière. Mais dans le monde du voyage, d'après mes recherches, avant 2013-2014, j'ai rien trouvé, j'ai rien vu, donc on va supposer que ça n'existait pas. Mais en tout cas, depuis 2015, il y a eu un boom parce qu'en fait, il y a des technologies qui ont été rendues, enfin qui sont devenues disponibles au plus grand nombre, notamment aux startups. Et du coup, tout le monde s'est engouffré. TripAdvisor, Skyscanner, Kayak, KLM, Hilton avec leur robot concierge, enfin tout le monde s'est lancé là-dessus. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Et ce que ça fait généralement, c'est un peu la même chose que vous trouvez sur les sites, donc du booking, de la comparaison, un peu d'accompagnement avant le départ, du reviewing pour TripAdvisor pour noter des restaurants, des hôtels, des attractions de façon automatique. Moi aujourd'hui je m'intéresse à un domaine un peu particulier puisque c'est l'application de l'IA dans le B2B et comment en fait on va pouvoir aider ou pas les agents, les concierges et les supports clients à mieux faire leur travail. Parce qu'en face de ça, on a des Amazon, des Apple, des Google qui travaillent sur des super assistants, qui sont plus intelligents, qui sont véritablement plus précis, plus personnels et qui ont une capacité d'anticipation qui sont illimitées par rapport à un agent humain. Et ça redéfinit clairement en fait la place de l'homme dans la chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'on va faire demain en tant que concierge, que réceptionniste, qu'agent de voyage?
quand on aura un super assistant qui va pouvoir faire notre travail en 2 minutes et qui sera plus précis, qui va avoir des taux de transformation beaucoup plus élevés, qu'est-ce qu'on va faire? Donc du coup, c'est des questions que moi auxquelles je tente de répondre. J'ai fait des tests. Donc j'ai fait des tests. L'année dernière, j'ai fait un accompagnement pendant les vacances de l'été avec un bot. J'ai fait sans un bot. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la relation qu'il y a entre le voyageur et le robot peut parfois être un peu déroutante. Et quand on remet l'humain au centre, on retrouve des relations assez normales. Donc pour l'homme, pour l'instant, en moyenne de ce que moi j'ai vu sur les 100 personnes que j'ai accompagnées, ça reste plus naturel d'avoir une interaction avec un humain versus un robot. Et ça, on peut le remarquer aussi parce que j'ai travaillé en hotline. Et dans Outline, souvent vous avez ce truc super chiant qui s'appelle le serveur vocal interactif. Donc vous appelez, tapez 1 pour parler à machin, ou sinon vous dites ce que vous voulez et vous tombez dans les méandres de Orange ou Free Mobile. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils utilisent, donc moi j'étais le cas, j'étais outliner chez Orange, ils utilisent par exemple des mots-clés spécifiques type résiliation, pas parce qu'ils veulent résilier, mais juste parce qu'ils veulent parler à un être humain. Donc clairement, on a un problème à ce niveau-là, parce que les gens n'arrivent pas à adopter ce type d'outil-là. Et quand je leur demandais, quand j'étais chez Orange, mais pourquoi madame, enfin, le robot il va dire exactement la même chose que moi, pourquoi vous ne lui parlez pas? Eh bien, les gens n'ont pas confiance. Même si ça peut être faux, c'est-à-dire que le robot, d'après moi, les TEC qui étaient proposés étaient très pertinents, elle voulait juste sans doute que je dise la même chose, que ça sorte de la bouche d'un être humain. Et quand demain vous allez partir à Hilton, demander au robot concierge, ben tiens, donne-moi les meilleurs restaurants à proximité, vous aurez aussi cette petite question. Est-ce qu'il est en train de me proposer en fait les partenaires de Hilton, parce qu'il va gagner de l'argent, ou est-ce qu'il est en train de me proposer les meilleurs restaurants pour moi parce que ça me correspond? Donc la question de l'impartialité et du biais du bot sont très importants pour construire en fait la confiance. Et d'autres challenges arrivent derrière, parce que le chatbot, c'est principalement du texte. Donc l'UX, comment je peux présenter de l'information riche avec du texte. Donc Messenger a répondu partiellement à la question en proposant ces petites cartes, on peut mettre de la photo, de la vidéo dans le chat. Je pense que c'est une bonne réponse. Mais le plus gros problème avant ça, c'est vraiment la compréhension de requêtes complexes. Donc la partie dont j'ai évoquée au début qui s'appelle NLP. Comment on va pouvoir faire en sorte que la requête complexe du client va être comprise par le chat, par le bot. Et ça, en fait, c'est très simple. Pour pouvoir y répondre pertinemment, il faut de la data. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que Messenger, WhatsApp qui lance sa partie bot, Facebook développe des solutions au premier abord très altruistes, qui sont gratuites, mais d'ailleurs, c'est ce qu'elles veulent, c'est vos data. Parce qu'avec leur data, elles entraînent leur modèle, et d'ailleurs, elles sont plus pertinentes. Et le jour où Facebook M va sortir, ou des choses comme ça, bah, forcément, ils auront un peu d'avance sur vous, parce que bah, vous aurez donné toutes vos data et toutes vos données personnelles. Donc, ce qui amène à penser que voilà, le chatbot peut avoir un intérêt, une fois qu'il aura levé ces premiers obstacles-là. Et au-delà de ça, quand même, il faut poser aussi la question de l'utilisateur, parce que d'un point de vue start-up ou grosse boîte, on voit très bien l'intérêt. En gros, on emploie moins de gens pour le support, moins de gens, enfin, il y a un coût au niveau lié à l'humain qui est diminué, mais le plus important, c'est l'utilisateur. Et pour que vous puissiez faire le test, moi, je vous invite à aller sur Skyscanner, le site, dans Messenger, ouvrir le bot Skyscanner, et vous faites une recherche. Paris-Tokyo, départ entre 8h et 10h, arrivée entre 18h et 22h pour moins de 1 000 €. Et là, vous allez voir, je vous laisse tester, vous allez voir en termes d'expérience, qu'est-ce qui sied le mieux en fait. Moi, de ce que j'ai pu tester, très clairement, en termes de réactivité, de compréhension, le site web gagne encore. Donc, tant que le niveau de performance et de pertinence des chatbots ne sera pas atteint, l'utilisateur ira vers la solution la plus pratique pour lui. Donc a priori aujourd'hui, le site web versus une agence qui est ouverte de 9h à 19h ou un chatbot qui ne comprend pas ce qu'on utilise pour l'instant. Mais c'est pas très loin, c'est pas très loin. En tout cas, nous, chez Bouillab, le pari qu'on a fait, c'est de garder l'humain au centre de la relation
entre le voyageur et le professionnel. Le but de cet assistant qu'on appelait Eva, c'est vraiment de libérer les agents de voyage et les professionnels des tâches qui sont dépourvues de valeur. Et en gros, on va surcharger l'agent en lui donnant des capacités de savoir, je sais pas, la meilleure période pour partir en vacances à Kuala Lumpur, ou qui sont les amis qui sont déjà partis à Sydney, et en faire en fait des super agents. Donc en conclusion, avant d'arriver au Samantha du voyage, il y a encore beaucoup d'obstacles. Comme j'ai dit, la confiance, l'UX, les données. Il faut aussi trouver les bons cas d'utilisation, parce que faire un bot pour faire un bot, si ça ne rapporte pas d'argent, on va rapidement arrêter. Donc c'est ce qui est important. Mais il faut savoir que l'IA, elle, contrairement au chatbot, elle fait des miracles là, depuis très longtemps. On fait de la prédiction de prix, on peut vous dire quand acheter un billet d'avion pour aller à Melbourne au meilleur prix sur une année, sur plusieurs années. Donc on arrive à faire vraiment des choses qui sont vraiment bonnes. Mais en tout cas, moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'intérêt pour les pros, pour aider à la prise de décision, que directement le voyageur. Donc si vous avez des questions, je suis disponible. Vous pouvez venir me voir à la fin. De notre côté, on cherche des data scientists, des dev full stack JS sur votre LinkedIn, taguez vos amis, taguez Gouillab. On en a besoin pour construire des modèles qui ont de l'avenir, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Elio est là, il est disponible pour répondre à vos questions diverses et variées. Non, on va les faire maintenant. On va prendre les questions maintenant. Allez-y, vous pouvez me cracher. Moi, j'avais une question. Votre solution, vous la vendez aux agences de voyage, c'est ça? Alors, donc la question c'est, est-ce qu'on vend notre solution aux agences de voyage? Alors aujourd'hui, oui. Donc, on a 7 agences de voyage qu'on a approchées, qui ont accepté de devenir partenaires de la solution. Donc nous, c'est, pour que vous puissiez imaginer, côté voyageur, c'est un mix entre WhatsApp et le wallet de Apple. On peut stocker des documents de voyage, carte d'embarquement, tout ça. Donc on fournit en fait ce minimum de fonctionnalités-là au voyageur, enfin à l'agence. Et derrière elle peut entrer en relation avec son voyageur. Donc elle peut lui dire, bah tiens, tu pars bientôt, est-ce que tu as envie qu'on organise ton voyage? Et boum, là, hop, cross-selling d'activités, de transferts, de services. Donc d'ailleurs, nous, on est en train de monter une plateforme qui permet d'optimiser en fait les ventes pour vous dire, bah attention, là, vous voulez vendre une assurance, à J-25, ça marche mieux qu'à J-3. Ou vous voulez vendre de l'activité, là, c'est plutôt J-30 ou J-7. Et puis donc voilà, on a un algorithme qui fait la recommandation et qui optimise les ventes des agences de voyage. Et effectivement, c'est notre première cible. C'est intégré directement sur la plateforme de l'agence. En fait. Alors, on se connecte au CRM, on se connecte avec leurs divers partenaires pour récupérer les offres. Et du coup, l'agent lambda, il se connecte à votre solution ou est-ce qu'il se connecte à son propre système et vous êtes intégré Alors, comme aujourd'hui, c'est l'agent de voyage qui entretient la relation, parce qu'elle commence en physique, on a des agents de voyage physiques principalement. Vous venez en agence, vous parlez à Anne-Marie, elle vous vend le voyage pour le Sénégal, et du coup, derrière, c'est Anne-Marie qui, via le chat, va continuer à vous accompagner. Donc, elles ont une interface web où elles peuvent effectivement chatter avec vous, vous envoyer des documents, vous envoyer de l'information. J'ai deux questions. Au niveau du stade de développement, vous en êtes où? Et quel est votre modèle économique? Alors aujourd'hui, au niveau du stade de développement et du modèle économique, c'est assez simple. Le stade de développement, on a développé un MVP. Donc c'est un minimum de fonctionnalités pour pouvoir entrer en relation, en contact avec notre marché et voir comment affiner le produit. On a fait ça assez rapidement, c'était peut-être 30 jours hommes, voilà, un truc comme ça, assez rapidement en tout cas. Donc l'application iOS, Android, l'application web, le back-end, tout ça. Et le business économique, pour l'instant, c'est un coût par voyage, donc les agences payent un coût pour un volume de voyage. Voilà, c'est ça. C'est un abonnement. C'est ouais, ça peut être de l'abonnement aussi. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Enio. On va passer directement au prochain speaker.
Aliou qui va nous parler de problématiques de marketing. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Aliou Diallo. Donc, je suis le fondateur de Diallo Télécom, un fournisseur d'accès Internet et de solutions de téléphonie. On est basé en fait en Afrique du Sud et la partie développement est en France. Donc, comme je vous ai dit, j'ai créé Diallo Télécom et j'ai créé plusieurs entreprises avant ça. Et j'ai pas mal travaillé dans les domaines des nouvelles technologies, notamment chez Orange, à la BNP, sur des projets de télécom et d'infrastructures IT. Notre métier, donc Diallo Télécom en fait, propose des offres, bientôt triple play, c'est-à-dire des offres groupées d'Internet, de téléphone, et de VOD et de TV, en fait, tout ça en illimité, sur des appels en local et à l'international. Donc nous avons développé une box Internet, donc, qui est un standard en France, mais il faut savoir que dans beaucoup de pays, en fait, les box Internet n'existent pas encore ou très peu développées, ce qui est le cas de l'Afrique du Sud. Donc nous avons un partenariat technique avec la société Technicolor, l'ancien Thomson CSF, tel que les anciens le connaissent. Donc aujourd'hui ils ont orienté leur offre dans tout ce qui est des box, des solutions telles que les Chromecast de Google. Voilà. Donc la problématique que nous avons eue, c'est que sur le marché sud-africain, où il y a des gros acteurs tels que MTN, Vodacom, les gens qui sont au Togo, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria connaissent bien MTN, ne sont pas dans le périmètre en général des pays francophones, mais c'est un gros leader des télécoms en Afrique, au même niveau qu'Orange. Et on a aussi le opérateur historique qui est Télécom. Donc les problèmes qu'on a eu pour nous, c'est d'arriver sur un marché où il y avait déjà des leaders majeurs avec une surface financière assez importante. Alors, comment s'implanter face à ces concurrents? Un défi pour les startups. Donc, pour nous, la première chose, c'était de construire une image et une notoriété, parce qu'on était nouveau sur le domaine et sur ce marché. L'autre problématique, c'était des moyens financiers limités qui nous bloquaient, en fait, qui nous limitaient en termes de déploiement sur tout le territoire. Et un time to market plus long, effectivement, c'était d'atteindre toutes les villes au même moment, à la vitesse qu'on aurait souhaité. Donc pour nous, sur ce marché, on est arrivé en fait en adoptant une stratégie de rupture. Pour nous, ça consistait juste à faire plus, c'est-à-dire proposer plus de choses, plus d'innovation, à un coût moindre. Il faut savoir que sur ce marché, l'Afrique du Sud était classée parmi les pays où le prix de la data est le plus élevé. Et les coûts de communication sont très très élevés. Donc ce qui a été pour nous un avantage. Donc nous on s'est positionné comme un acteur comme Free en France, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur l'angle du prix. Donc on a divisé les prix par deux. On a offert les modems aux utilisateurs. Donc on s'est positionné, notre avantage concurrentiel c'était vraiment d'attaquer sur le prix et sur l'innovation. Comme je vous ai expliqué au début, la Dreambox est la première box en Afrique du Sud, en fait, triple play. Les autres opérateurs en général fournissent l'Internet, donc on avait la box Internet avec de l'ADSL, du VDSL ou de la fibre optique. Et après, si on voulait faire de la téléphonie, il fallait prendre un autre abonnement pour accorder son téléphone, ainsi de suite. Donc nous, on est arrivé avec une solution complète. Donc,
à travers notre box, on fournissait de l'Internet, de la téléphonie et de la VOD. Donc, ce qui est aussi l'innovation, donc on a ces deux axes, c'est-à-dire l'innovation sur le marché et le prix. Donc, par rapport à ça, les difficultés qu'on devait remonter, c'était d'abord de remettre en cause le schéma mental qui était basé, puisque ça faisait des années que le standard sur le marché, c'était je prends mon Internet chez un fournisseur, la téléphonie chez un autre, la VE2 chez une autre personne. Et les gens n'avaient pas l'habitude d'avoir un opérateur qui proposait toutes ces solutions. Et du coup, ça a été un peu difficile déjà d'expliquer le concept techniquement. Et l'autre problématique, c'était aussi le prix qui déstabilisait aussi nos clients. Ensuite, le problème pour nous, c'était d'identifier les besoins de nos clients qui n'étaient pas satisfaits par rapport à ce qui existait sur le marché. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on avait principalement des acteurs players et des offres fragmentées. Donc, les gens ne faisaient que de l'Internet ou que de la téléphonie ou que de la VOD. Et des prix élevés, il n'y avait pas aussi de concurrence entre les acteurs. Donc on avait un acteur historique qui s'appelle Telcom, donc qui est l'équivalent de France Télécom. Donc, et les autres opérateurs en fait proposaient des offres à travers cet opérateur historique. Donc il y avait des prix il y avait des ententes, chacun avait ses parts de marché et il ne se faisait pas beaucoup de concurrence en fait. C'est ce qu'on a eu ici aussi entre Free et SFR, enfin entre SFR, Bouygues et Orange. Et il n'y avait pas d'offre de téléphonie illimitée aussi. Quand je dis illimité, je parle de vrai illimité. Il y avait des offres soi-disant illimitées, mais on était limité à 1000 appels par exemple par mois. Donc c'est ce qu'ils appellent des illimités. Et aussi, le client avait l'habitude de jongler avec toutes les factures à la fin du mois. Donc voilà un petit peu les données statistiques de l'Afrique du Sud. Donc c'est un pays d'environ 52 millions d'habitants, donc avec un taux de croissance de 1,3% chaque année. Donc le secteur des télécoms, ça représente en termes de chiffres 32 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, c'est le 20e acteur des TIC dans le monde. Et évidemment, c'est le leader en fait en Afrique dans la production et l'exportation des solutions de TIC et de télécom. Donc vous pouvez visiter nos pages Facebook ou notre website pour avoir plus de précisions en fait, sur notre offre et sur les offres techniques qu'on propose. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question comme ça. Comment vous est venue l'idée de lancer un opérateur télécom en Afrique du Sud? Parce que je pense que vous étiez en France avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique du Sud. Ok, donc vous voulez savoir en fait Comment d'un coup vous dites tiens je vais lancer un opérateur télécom en Afrique du Sud? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Bon, il faut savoir que en tant que consultant, j'ai travaillé longtemps chez France Télécom, donc j'ai participé au lancement de la première box Wanadoo. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, elle est l'ancienne de la Livebox d'aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé en fait à ce domaine des télécoms. Ensuite, j'ai participé au lancement de la 3G en France aussi, les premières offres 3G d'Orange. Donc, je me suis toujours positionné sur le secteur des télécoms. Donc, en tant qu'Africain aussi, l'Afrique du Sud m'intéressait beaucoup. C'est vrai, effectivement, je n'avais jamais été, je ne connaissais pas le pays, mais j'y m'y intéressais. Et le facteur déclenchant, ça a été, j'avais une cousine en fait qui avait été expatriée en Afrique du Sud, qui était ici, donc je l'appelais régulièrement et moi j'avais ma Freebox, elle me disait mais appelle-moi parce que ça coûte cher. Et du coup j'ai dit mais pour moi en Afrique du Sud normalement avec les opérateurs, ça me dit non c'est excessivement cher. Donc en ce moment-là j'ai commencé à regarder, à faire des études de marché, à regarder un petit peu les études sectorielles et ensuite s'implanter et faire le lancement de l'offre. Voilà l'historique. Oui,
au niveau réglementaire, ça n'a pas été trop compliqué d'avoir les agréments pour s'installer là-bas. Si, effectivement. Donc vous voulez savoir en fait par rapport aux agréments et aux licences en Afrique du Sud. Oui, effectivement, l'Afrique du Sud, le marché n'est pas encore ouvert comme en France. Donc il faut faire une demande d'agrément. Ou la solution la plus rapide pour nous, ça a été en fait, il y a plusieurs niveaux. Peut-être un partnership avec un acteur local. Voilà, exactement. Donc, parce qu'on voulait aller vite, comme je vous expliquais tout à l'heure, les problèmes du time to market et de la concurrence, il faut savoir que Telcom, MTN, c'est des gens comme, qui font aussi de l'intelligence économique. Et nous, on est un petit acteur. On s'est dit, ben, si on arrive, on essaie de chercher, ça va prendre des mois, des années. Et pendant ce temps-là, ils ont les moyens financiers et tout ce qui va bien pour pouvoir faire le lancement. Donc on a été voir en fait un opérateur, on a lié un accord avec eux. Donc c'est l'équivalent de l'accord entre Free et Orange. Donc en fait on utilise leur réseau. D'accord, peut-être opérateur virtuel. Voilà, mais pas opérateur virtuel dans le sens où vous l'entendez, en fait on passe par le réseau, mais on est opérateur. D'accord. Donc maintenant l'idée c'est de monter nos propres réseaux, en propre en fait avec nos propres infrastructures. Et ça nous permettra encore de baisser nos budgets. Et vous avez d'autres pays en Afrique en cible là, prochainement, qui sont, je pense que les pays qui sont proches de l'Afrique du Sud, ça peut être... Oui, tout à fait. En fait, le pays qu'on prévoit de déployer, c'est le Nigeria. En fait, il faut savoir que le boîtier, on l'a développé de telle manière, avec Technicolor, qu'elle puisse être déployée dans beaucoup de pays émergents, avec les spécificités de la DSL pas très stable, etc., et de pouvoir avoir un QoS assez élevé. Donc en fait, ce boîtier, on peut le déployer dans tous les pays et assez facilement. Bonjour, moi c'est Azima, je suis initiatrice de Sono Startup, une plateforme qui fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. J'ai suivi avec un peu moins d'attention votre intervention parce que j'étais en train de tweeter. C'est important aussi dans le réseautage parce que je salue vraiment l'initiateur de ce meet-up. C'est vraiment une première et ça se sent. Donc, j'essaye de porter ma part dans l'édifice. Concrètement, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous offrez, vos offres en termes de coûts en Afrique du Sud. Ça vaut combien par exemple? Et également, aujourd'hui, le digital, c'est du mobile. Avec la Dream Boss, je ne sais pas c'est quoi vos plans pour le futur, pour arriver vraiment à satisfaire le consommateur africain. Est-ce que vous avez aussi un partenariat avec l'État dans la mise en place des... Comment ça s'appelle déjà? Les points de présence de Wi-Fi, parce que c'est aussi ça qui est en train de prendre en Afrique maintenant, permettre aux jeunes de pouvoir se connecter rapidement n'importe où pour diffuser de l'information, partager, etc. Merci. Merci. Alors, il y a plusieurs sujets. Donc, je vais commencer par notre offre et le prix. Donc, en fait, ce qu'il y a dans notre offre, pour le moment, c'est de l'Internet en illimité. Donc, c'est vrai illimité. C'est-à-dire que nous, on ne brille pas. Et l'autre accès, c'est par rapport à la téléphonie. Donc, on a en local... Donc nos clients peuvent appeler sur les fixes et les mobiles en Afrique du Sud en vrai illimité et aussi vers plus de 130 pays dans le monde. J'ai fait une petite recherche. Nous sommes les seuls à proposer ça actuellement sur le continent. On peut regarder, Orange propose à peu près ça là, il pense au Sénégal, mais il n'y a pas aujourd'hui d'appel illimité à l'extérieur. C'est-à-dire que nous, quelqu'un qui est en Afrique du Sud, il peut appeler tous les pays européens à illimité fixe mobile, et les États-Unis, le Canada,
Et aujourd'hui, pareil, quelqu'un qui est en Afrique du Sud peut appeler vers le Nigeria en illimité. Notebox est le seul aujourd'hui qui propose des appels d'un pays africain vers un autre pays africain en illimité. Et on est en train de négocier des contrats pour pouvoir élargir cet axe en fait Afrique en illimité. Il faut savoir que pour nous, pour moi, la télécommunication, c'est plus que, en fait, pour moi, c'est un facteur de développement. C'est aussi un des axes qui m'a orienté vers l'Afrique et de proposer cette box-là. Donc cette box-là, on la propose à 599 francs. En francs, il faut savoir, c'est à peu près une trentaine d'euros. La même offre équivalente chez un opérateur, c'est plus de 1000 et quelques rangs, c'est-à-dire à peu près 90 euros. Est-ce que vous pensez à la mise en place des points de Oui. Aussi, j'ai décidé d'aller en Afrique aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est pas seulement du business. Ce que je voulais, moi, c'était de baisser le prix, lutter contre cette fracture numérique qui faisait qu'il n'y a que ceux qui avaient les moyens qui pouvaient avoir un accès à l'Internet, ou sinon donner un peu pour avoir quelques minutes sur Facebook, etc. Nous, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser l'accès à l'Internet en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Et l'autre point, c'est avoir aussi un engagement social sur le pays où on est. Effectivement, on a un projet de développer des points d'accès Wi-Fi dans les townships. Il faut savoir que c'est là où il y a la population la plus pauvre qui n'a pas les moyens en fait, d'accéder à Internet. Donc on est en train de développer des partenariats pour effectivement développer des cybercafés dans les townships, permettre aux jeunes de venir faire des recherches, de s'enrichir par rapport à l'Internet, et aussi de pouvoir proposer des formations dans le domaine des nouvelles technologies, par exemple créer des sites Internet, etc. On essaye aussi de travailler avec des écoles qui sont basées dans les townships, d'essayer de mettre à disposition des accès Internet et des tablettes en fait, pour les enfants, pour que le professeur puisse donner des cours par rapport à ça. Mais tout ça, c'est des projets qu'on est en train de déployer en fait, sur place. Et vous disiez que vous aviez des difficultés à évangéliser le marché, notamment parce que les gens ne connaissaient pas ce type d'offre. Du coup, comment est-ce que vous avez fait pour contourner cette difficulté? Effectivement. On a eu pas mal de difficultés en fait. Je parlais des schémas mentaux, c'était vraiment par rapport à ça. Ça m'a vraiment surpris. Parce que pour moi, je me suis dit, j'arrive avec quelque chose d'innovant, à un prix. Je me dis, les gens, ils vont. Et effectivement, j'étais vraiment surpris. Et c'est l'objet d'ailleurs de ma présentation, c'est que ça nous a obligés en fait, à réajuster notre communication, notre marketing. Souvent, les gens disent que ce type de box-là ne peut pas exister. Donc on est obligé de se justifier. Et d'autres disaient que le fait de proposer ce type de prix, c'était une arnaque. Non, mais on a eu ça, enfin sur notre page Facebook, il disait c'est une arnaque, ça n'existe pas, le prix. Il dit, quand Free a dit, on va faire à 29, tout le monde dit c'est des histoires. Eh bien nous on a eu ça, et moi ça m'a vraiment surpris parce que je me dis, les gens ils payent 2 ou 3 fois plus cher et quelqu'un leur propose un prix, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction où les gens, et effectivement on n'a pas eu ça. Donc la solution qu'on a eue, c'est sur 2 aspects. On a commencé à organiser des concours sur Facebook en proposant en fait 6 mois de gratuit en fait aux gagnants. Et donc on a pu communiquer avec des vraies personnes qui avaient cette offre-là pour dire que ça existe. Donc on est en train d'organiser un événement avec la presse pour vraiment montrer que c'est une réalité et que ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'on a eu vraiment cette difficulté-là et je ne m'y attendais pas. Alors, j'aurais voulu savoir si vous êtes toujours à la recherche de financement et comment est organisée un peu votre équipe, les actionnaires, vos collaborateurs, etc. Alors, ce projet, je l'ai financé sur fonds propres. Donc, comme je vous ai dit, je suis ingénieur, donc j'ai fait pas mal de développement avec d'autres techniciens. Toutes ces solutions-là sont basées sur des solutions open source du marché.
On a fait la solution d'aller comme sur du free, sauf le boîtier en fait, qui a été développé par Technicolor. Mais toute notre infrastructure, c'est basé sur des solutions open source. Donc on a organisé l'équipe, on a à peu près 5 personnes actuellement en Afrique du Sud. Donc on a des techniciens, des commerciaux et des gens qui travaillent sur le marketing. Des locaux ou bien des personnes ici que vous avez envoyées là-bas? Non, des locaux. Donc effectivement, actuellement, on est en phase de recherche de financement, justement pour faire face à nos développements. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je faisais référence au time to market, parce qu'aujourd'hui, toute l'équipe est basée à Johannesburg. Mais ce qu'on aimerait, par rapport à votre question tout à l'heure, c'est que effectivement, moi je voulais dans un premier temps être sur un modèle 100% web, et je me rends compte que quand même le marché n'est pas très mature, et que les gens ils veulent vraiment toucher, voir. Et donc, on est en train d'orienter une levée de fonds pour s'implanter dans toutes les grandes villes d'Afrique du Sud, ne serait-ce qu'ouvrir une boutique ou un bureau avec des personnes qui sont basées sur place. En sachant que nous, on a un modèle qui est 100% plug and play, c'est-à-dire c'est comme la Frigo, c'est-à-dire qu'on vous l'envoie. Ça aussi, c'est une innovation qu'on a amenée parce qu'en général, c'était aujourd'hui, même les opérateurs comme Telcom, qui ont une surface financière comme France Télécom, ils sont à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on vous envoie le boîtier avec un mot de passe, etc. et vous vous débrouillez en fait pour le configurer. Nous, le boîtier, vous le recevez, vous l'installez, au bout de 1 ou 2 minutes, il s'auto-provisionne tout seul. Donc l'internet est activé, le wifi, la téléphonie, etc. Et vous pouvez profiter de vos services sans aucune compétence technique. Une dernière question. Non, moi je voulais savoir, vous avez tout niveau client, est-ce que vous avez de bons retours? Vous avez à peu près combien de clients qui ont accroché à votre boîtier? Alors, on a commencé, nous, commercialement en février. Donc on a aujourd'hui à peu près 50 clients. Mais on a eu pas mal de gens qui sont intéressés. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on doit encore réajuster nos offres. Et on est en train de convaincre ces gens, parce qu'ils sont venus nous voir, ils nous ont appelés, ils veulent être intéressés, ils veulent voir. Et on a besoin aussi, on a aussi fait une petite erreur qui a fait que beaucoup de gens veulent le prendre et n'ont pas franchi le pas. Parce qu'ils n'ont pas, en fait, comme nous, dans chaque appartement, une ligne à des ailes fibres qu'on a ici. Donc, ça a été un frein parce que beaucoup de gens nous disaient oui, ben, je veux bien, mais par contre, je n'ai pas la ligne, comment je fais? Et du coup, c'est assez difficile. Et là, on est en train de négocier en fait, un partenariat avec un autre opérateur pour proposer du LTE, en fait, avec un modem qui pourra proposer les mêmes services, mais au lieu de passer par la DSL, de passer par les réseaux 3G, 4G, LTE. Et là, beaucoup de gens sont prêts à franchir le pas. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place ces mois-ci. Et niveau marketing, vous faites comment votre publicité? À part Facebook, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors au niveau marketing, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc on a essayé de faire aussi quelques campagnes à la radio. Mais je pense que c'est un pays qui est très jeune et les gens sont beaucoup connectés sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est là où on a eu le plus d'impact. Et donc, c'est là où on met le maximum. Et donc, on travaille avec une agence en fait, de communication qui nous accompagne par rapport à ça, sud-africaine. Et donc, on en est assez satisfait. On essaie aussi d'organiser pas mal de street marketing, justement pour donner de la visibilité et donner forme en fait, à la société et à nos offres. Merci beaucoup Ali, on peut encore l'applaudir je pense. Alors ce que je vous propose d'abord c'est comme Romain Dossé donc de Warren Water, l'incubateur et entrepreneur est arrivé, qui vient nous faire une petite présentation de l'incubateur Effray, qui nous a permis d'être ici, et ainsi que de son entreprise Warren Water. Bonsoir à tous. On est ravis d'accueillir cette première édition du Meetup Africa Tech. Donc merci Boubacar d'avoir organisé ça et de lancer un peu cette dynamique. Nous on est vraiment chez Free Entrepreneur ravis d'accueillir des initiatives
de ce type-là. C'est vraiment dans notre démarche aujourd'hui de s'ouvrir vers les écosystèmes extérieurs. Et on va lancer du coup l'accueil de plusieurs meet-up et conférences externes à EFRA Entrepreneurs, donc qui ne sont pas organisées par nous, et qui va permettre d'avoir plus de diversité, plus de mixité en termes d'horizon. Ça peut être des meet-up organisés par des gens qui viennent d'écoles de commerce ou d'autres univers que l'école d'ingénieurs aussi. Donc on est vraiment dans cette démarche-là et on espère du coup qu'on va pouvoir continuer ce que tu as fait là et amplifier un peu ce mouvement. Juste un mot sur EFRA Entrepreneurs. C'est une structure qui accompagne du coup les étudiants et les anciens du groupe EFRA pour leur permettre de monter leur start-up. Donc l'idée c'est vraiment dans une démarche d'accompagnement et d'aide pour aider ces porteurs de projets à mûrir leur projet le plus vite possible et ne pas reproduire les erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font à leur début. Donc ça passe par un accompagnement de type coaching, du mentorat, des ateliers où on invite des experts sur des thématiques comme la levée de fonds ou l'URSSAF ou voilà, tout un tas de thématiques qui peuvent exister quand on monte sa boîte. Et l'idée de tout ça, c'est de leur permettre de prendre du recul, d'avoir un environnement un peu professionnel et sécurisant avec un incubateur qui est matérialisé par une maison au fond du campus qui permet d'offrir des bureaux gratuitement pendant 6 mois, renouvelables une fois. Donc c'est vraiment une volonté du groupe EFRA d'aider cette dynamique entrepreneuriale. Donc moi je suis responsable de cet incubateur, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi à la fin du meet-up si vous êtes intéressé par notre accompagnement. On a un accompagnement de type incubateur assez classique avec les bureaux du coup sur place, mais on a aussi un accompagnement maintenant hors les murs où on accompagne du coup des boîtes qui ont déjà des locaux ou qui sont à l'extérieur et qui bénéficient du coup de l'accès au réseau et aussi à tous nos événements. Voilà. Donc merci beaucoup. Et, Est-ce que tu peux faire un ou deux ou trois petits mots aussi sur Warren Walter et le concours de pitch que tu lances? Alors, à côté de mon activité pour l'incubateur, j'ai une boîte qui s'appelle Warren Walter où on anime et on organise pas mal d'événements autour du monde startup, dont effectivement un pitch startup qui a lieu au Devox jeudi prochain. Donc le Devox, c'est un rassemblement de développeurs qui existe depuis maintenant plusieurs années. Qui rassemble là 2800 développeurs pendant 3 jours au Palais des Congrès. Et nous, historiquement, enfin ça devient traditionnel maintenant, on organise un speed networking qui est un speed dating avec des porteurs de projets d'un côté, des porteurs de compétences, donc des devs en l'occurrence de l'autre. Donc vraiment un format speed dating. On fait un village startup où on accueille des startups qui permettent d'exposer du coup leurs produits pendant les 3 jours du Devox. Et nouveauté de cette année, on fait un pitch startup où on donne la possibilité à des startups de venir pitcher devant un public de développeurs, mais aussi face à un jury qui est composé de personnes tech de pas mal de grandes boîtes, donc Air France, Google, Microsoft, Société Générale, des médias aussi, il y a les Échos par exemple qui sont présents dans le jury. Et l'idée c'est toujours pareil, c'est de faire rayonner un peu l'entrepreneuriat sous un œil tech, parce que nous on est issus d'EFRA, moi je suis un ancien d'EFRA promo 2007 maintenant. Et on aborde l'entrepreneuriat avec un œil qui est un peu différent de celui qui est assez classique, où c'est le CEO qui porte toute la vision de la boîte, et le côté tech qui est souvent relégué dans la tête de pas mal de CTO à un rôle quasiment de prestataire. Nous, on essaie de changer un peu les choses, donc on fait des conférences qui ont pour but de démocratiser un peu qui est le CTO dans la boîte, de le valoriser, de montrer qu'au final, un CTO dans une boîte, c'est aussi quelqu'un qui porte la vision de la boîte. Et ce qui est très très important pour nous. Donc voilà, on organise ce type d'événement. Voilà. Merci encore à Romain, vous pouvez l'applaudir. Je pense qu'on va clôturer le premier meet-up sur son discours. J'espère que vous avez apprécié. Pour une fois, c'est le premier. Donc les prochains, on va faire encore mieux et de mieux en mieux chaque meet-up. Et donc là, vraiment, le but, c'est d'être dans une ambiance détendue, une atmosphère où on peut facilement parler entre nous, échanger. Et le but, c'est pour ceux qui sont déjà dans des startups, de parler de leurs problématiques, comme vous avez vu, et ceux qui souhaiteraient lancer leur startup ou rentrer dans cet écosystème, parce qu'on parle beaucoup de startup, de tech, etc., avoir, grâce à ces meet-ups, un moyen de rentrer facilement dedans.
Donc je ne sais pas si vous avez des dernières questions ou peut-être même des suggestions ou si vous voulez juste vous présenter rapidement une ou deux personnes pour clore ce meet-up. Ok, bon bah merci beaucoup en tout cas. Merci.